À mon anniversaire, mon père s'est tourné vers moi devant tout le monde, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'aurais préféré que tu ne sois jamais né ». Quelque chose s'est brisé en moi. Le lendemain, je n'ai ni pleuré ni discuté, j'ai fait mes bagages, retiré mes économies, trouvé un nouvel endroit. J'ai disparu sans regarder en arrière. Avez-vous déjà vu un père se lever devant 40 invités dans un restaurant haut de gamme, regarder sa fille droit dans les yeux et déclarer qu'il aurait préféré qu'elle ne soit jamais née? Moi, oui. Parce que cette fille, c'était moi. Et ce père, c'est le PDG des Laboratoires Mercier, un empire pharmaceutique familial. Il a prononcé ces mots lors de ma fête pour mes 32 ans. Devant ma famille, ses associés, ses partenaires financiers. Personne n'a parlé. Personne ne m'a défendu. Ils sont restés assis, silencieux, ou ont baissé les yeux vers leur assiette, certains raffichant même un sourire narquois. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié pour une explication. Je me suis juste assise dans mon appartement de 40 mètres carrés et j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé ma vie à essayer de prouver ma valeur à des gens qui n'avaient jamais voulu la voir. Le lendemain matin, j'ai retiré 43 000 € de mon compte épargne, signé un bail pour un nouvel appartement et j'ai disparu. Ils pensaient que je fuyais. Ils n'avaient aucune idée que je marchais vers le moment qui allait bouleverser leur monde entier, devant 500 personnes, lors de l'événement le plus important de leur année. Tout s'est passé à la Brasserie des Brotteaux, dans le 6e arrondissement de Lyon. Un endroit où les plafonds sont hauts, où les verres en cristal teintent et où l'air sent le parfum cher et les ambitions démesurées. J'étais assise là, dans ma nouvelle robe, me sentant comme une imposture. J'avais 32 ans. C'était mon anniversaire. Mon père, Armand Mercier, était assis en bout de table, dominant la salle comme il dominait sa vie et la mienne. À sa droite, mon frère aîné, Valentin, le vice-président, le dauphin, celui qui venait de conclure un accord de distribution en Suisse. Il rayonnait. Moi, j'étais à la gauche de mon père. La place d'honneur, disait-on. Mais je savais que ce n'était qu'une mise en scène. Cette fête n'était pas pour moi. C'était une excuse pour Armand pour réunir ses associés les plus importants. Pendant la première heure, personne n'a mentionné mon anniversaire. Les conversations tournaient autour des parts de marché, des nouvelles molécules et de l'expansion européenne. Je regardais les bulles monter dans mon verre d'eau pétillante, me sentant de plus en plus petite, de plus en plus transparente. Puis, le moment est venu. Les desserts étaient servis. Je pensais que le calvaire était terminé. Je me suis levée, j'ai levé mon verre, prête à dire un simple « merci » pour pouvoir m'enfuir. Je voudrais juste. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, Adèle m'a coupé mon père. Sa voix était tranchante, soudainement claire. La salle s'est tue. 40 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Pour la première fois de la soirée, j'avais toute son attention. Il s'est levé lentement. Un homme grand, aux cheveux argentés, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel. « Tu as 32 ans aujourd'hui » a-t-il commencé. 32 ans que tu es une déception. Le silence était assourdissant. Je t'ai tout donné, a-t-il continué, sa voix résonnant dans la brasserie soudainement silencieuse. Les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Et qu'as-tu fait? Tu as choisi d'être une petite instite à Vénissieux. Un gaspillage total de potentiel. Je pouvais sentir le sang quitter mon visage. Tu es une honte pour le nom Mercier. Une tache sur tout ce que cette famille a construit. Il a fait une pause, savourant son effet. Je pouvais voir Valentin, mon frère, sourire dans son verre. Ma mère, Béatrice, regardait fixement son assiette de profiterole. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Le coup de grâce. J'aurais préféré que tu ne sois jamais né. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas de colère, pas de tristesse. Juste un vide immense, froid. Je suis resté là, debout, mon verre à la main. J'ai regardé les 40 invités. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. J'ai reposé mon verre, très doucement. J'ai pris mon sac à main. Et sans un mot, j'ai quitté le restaurant. Derrière moi, j'ai entendu les conversations reprendre. Comme si rien ne s'était passé.
Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai juste réalisé qu'ils avaient raison sur un point, je n'existais pas pour eux. Mais ils n'avaient aucune idée que je marchais vers le moment qui allait bouleverser leur monde entier. Cette humiliation publique n'était pas un accident. C'était l'aboutissement de 32 ans d'invisibilité. 3 semaines avant mon anniversaire. Un dimanche soir, dans la villa familiale d'Écully. La maison était immense, froide, remplie de meubles design et de silence pesant. Nous étions à table pour le dîner dominical obligatoire. Armand et Valentin parlaient affaires, comme toujours. Ils discutaient du nouveau contrat suisse, des projections financières, de l'optimisation fiscale. Le marché suisse est verrouillé, disait Valentin, le visage brillant d'autosatisfaction. Le conseil d'administration sera ravi. Bien. Et l'expansion à Munich, demanda Armand, coupant son filet de bœuf avec une précision chirurgicale. J'étais assise en face, à côté de ma mère. Elle mangeait en silence, comme toujours. J'ai attendu une pause dans le monologue financier. J'ai eu une bonne nouvelle cette semaine, ai-je tenté, ma voix semblant anormalement forte dans le silence de la salle à manger. Ni mon père ni mon frère n'ont levé les yeux. Mon projet, Code Espoir, vient d'obtenir l'agrément pour s'étendre à 2 autres écoles à Vénissieux. Je m'appelle Adèle Mercier, et ceci est mon histoire. Si vous me regardez en ce moment, merci de vous abonner et de me dire d'où vous regardez. J'aimerais savoir quelle heure il est chez vous et si mon histoire résonne avec la vôtre. Continuons. Vénissieux. Le mot a semblé flotter dans l'air comme une mauvaise odeur. Vénissieux, ce n'était pas Écully. C'était un REP, un réseau d'éducation prioritaire. C'était là que j'avais choisi d'être professeur des écoles, et c'était là que j'avais lancé Code Espoir, il y a 6 ans, un programme pour apprendre gratuitement le codage et le numérique aux enfants des quartiers. Ce n'était pas un hasard si j'avais choisi cette voie. J'avais grandi entouré par la froideur des bilans comptables et l'obsession de l'argent. J'avais choisi Vénissieux parce que j'y avais vu une honnêteté, une urgence que je n'avais jamais vue dans les salles de réunion de mon père. Je cherchais du sens. Valentin a ri. Un petit rire sec, méprisant. Personne ne se soucie des enfants de Vénissieux, Adèle, a-t-il dit sans même me regarder, s'adressant à notre père. Ce ne sont pas nos clients. C'est une perte de temps. Armand a hoché la tête, avalant une gorgée de son vin à 400 € la bouteille. Valentin a raison. C'est du bénévolat glorifié. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de réel. Les laboratoires Mercier ont besoin de gens compétents au service juridique, pas d'une assistante sociale. Ce n'est pas du bénévolat, papa. Je change la vie de ces enfants. Je leur donne des outils pour... Tu te donnes bonne conscience, m'a-t-il coupé. Maintenant, tais-toi, Valentin et moi parlons de choses importantes. Et c'était tout. J'ai disparu à nouveau. J'ai regardé ma mère. Elle a baissé les yeux vers son assiette. Le silence de ma mère était presque pire que le mépris de mon père. Je suis restée assise là pendant 1 heure encore, écoutant les détails de l'expansion à Munich. Quand je suis partie ce soir-là, je me suis assise dans ma vieille voiture pendant 10 minutes avant de démarrer. J'étais devenue si habituée à être invisible dans cette maison que je le remarquais à peine. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. J'ai commencé à me demander, est-ce que quelqu'un remarquerait si j'arrêtais simplement de venir? Je ne savais pas encore que j'étais sur le point de leur donner une très bonne raison de remarquer mon absence. Ma famille ne me voyait pas, mais elle savait comment m'utiliser. Le téléphone a sonné 3 jours après ce dîner. Il était 23 heures passées. J'étais au lit, en train de corriger des cahiers. J'ai vu le nom de Valentin s'afficher. Mon estomac s'est noué. Il n'appelait jamais, sauf s'il avait besoin de quelque chose. Adèle, sa voix était pressée, autoritaire. Pas de bonsoir, pas de comment vas-tu? Valentin? Il est tard. Tout va bien? J'ai besoin d'un service. Papa a un gala de charité jeudi prochain. La Fondation Lyon Avenir. Il doit faire un discours. J'ai fermé les yeux. Et j'ai besoin que tu l'écrives. Un truc sur l'engagement communautaire, l'éducation, ce genre de choses. Tu sais faire ça, toi. Ton truc,
C'est comme ça qu'il appelait mon travail, mes compétences. Valentin, c'est dans 3 jours. Je travaille, moi. Il a soupiré, exaspéré. Adèle, ne commence pas. C'est important pour l'image des laboratoires. Papa est le sponsor principal. Fais juste quelque chose d'inspirant. Tu es doué pour les mots. Doué pour les mots. C'était la 6e fois en 3 ans que je rédigeais un discours pour mon père ou pour Valentin. Des discours sur l'éthique en entreprise, sur l'importance de la communauté, sur l'investissement social. Des mots que je savais parfaitement qu'ils ne pensaient pas. Jamais mon nom n'était apparu sur un programme. Jamais je n'avais reçu autre chose qu'un bref OK, reçu par SMS. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire que j'avais mes propres élèves à préparer, mes propres dossiers de subvention pour Code Espoir à remplir. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que, quelque part au fond de moi, sous des couches de frustration et d'épuisement, il y avait encore cette petite partie stupide de moi qui espérait. L'espoir absurde que si je faisais cela parfaitement, si j'étais assez utile, peut-être que cette fois, il me verrait. D'accord, ai-je soupiré. Envoie-moi les détails. Génial. J'en ai besoin pour demain soir. Il a raccroché. Je suis restée assise là, regardant mon téléphone, me sentant incroyablement stupide. Je me suis levée et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à taper. L'éducation n'est pas une dépense, c'est un investissement dans notre avenir collectif. J'écrivais des mots que mon père ne croirait jamais, pour une cause dont il se fichait, pour impressionner des gens qui ne sauraient jamais que j'existais. J'écrivais mon propre effacement. J'ai envoyé le discours le lendemain soir, à 22h, après une journée complète d'enseignement. La réponse de Valentin est arrivée 1 minute plus tard. Un seul mot, OK, reçu. 2 jours après cela, ma mère a appelé. Sa voix était inhabituellement enjouée. Elle m'a annoncé une nouvelle qui a fait battre mon cœur d'un espoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un espoir dangereux. Un espoir qui allait bientôt être réduit en cendres de la manière la plus publique qui soit. Adèle, chérie. J'ai une merveilleuse nouvelle. La voix de ma mère au téléphone était presque chantante. Je me suis méfiée immédiatement. Qu'y a-t-il, maman? Ton père, il veut organiser une belle fête pour ton anniversaire cette année. À la brasserie des Brotteaux. Le 15 mars. Il veut inviter 40 personnes. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Mon père? Organiser une fête pour moi? Lui qui oubliait régulièrement mon anniversaire ou se contentait d'un virement bancaire accompagné d'un mot dicté à sa secrétaire? Tu es sûr? Papa? Oui. Il m'a dit, faisons quelque chose de spécial pour Adèle cette année. Il va même inviter quelques-uns de ses associés. Quelque chose de spécial pour moi. L'espoir. C'est une chose terrible et tenace. Malgré tout ce que je savais, malgré les années de mépris, cette partie stupide en moi, cette petite fille qui voulait juste que son père soit fier, s'est réveillée. Peut-être qu'il avait vu le discours que j'avais écrit. Peut-être qu'il avait enfin compris. Peut-être que c'était sa façon de s'excuser. C'est merveilleux, maman. Merci. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur le sol de mon petit appartement de la Croix-Rousse. Peut-être que les choses allaient changer. Cet espoir m'a conduite à faire quelque chose d'inhabituel. Je suis allée aux Galeries Lafayette et j'ai acheté une robe. Une simple robe bleu marine, mais elle coûtait 180 €. C'était une somme énorme pour moi, près d'un tiers de mon budget mensuel. Mais je voulais être à la hauteur. Pour lui. Pour eux. Pendant que je préparais mentalement mon petit discours de remerciement devant le miroir de ma salle de bain, une notification d'email est apparue sur mon téléphone. Elle venait de la Fondation Boyer. J'ai ouvert l'email, mon cœur battant pour une raison totalement différente. Chère Madame Mercier, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes l'une des 3 finalistes pour le prix du leadership humanitaire de Lyon 2025 minutes. Votre travail exceptionnel avec Code Espoir a été salué par l'ensemble de notre comité. Je me suis assise sur le bord de ma baignoire. Finaliste. La cérémonie aurait lieu le 5 avril.
au gala annuel de la métropole de Lyon. Code Espoir n'était pas seulement un travail. C'était ma mission. Je l'avais lancé 6 ans plus tôt, après le suicide d'une de mes amies d'enfance. Une fille brillante, issue d'un quartier difficile, qui n'avait jamais eu les mêmes opportunités que moi. Son absence avait laissé un trou dans ma vie que j'essayais de combler en donnant à d'autres enfants les chances qu'elle n'avait jamais eues. J'ai relu l'email. Une fierté pure, intacte, m'a envahi. Une fierté qui n'avait rien à voir avec mon père ou les laboratoires Mercier. C'était à moi. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille. Pas parce que j'avais honte. Mais parce que je savais qu'il s'en ficherait. Ou pire, qu'il le mépriserait. J'ai sauvegardé l'email dans un dossier secret. Les jours suivants, je me suis concentrée sur la fête. L'espoir absurde, alimenté par l'invitation de mon père, a éclipsé la fierté légitime de ma nomination. Je me suis préparée pour mon anniversaire, portant ma nouvelle robe à 180 €, pensant que c'était peut-être enfin mon moment. Je n'avais aucune idée que ce n'était pas une fête. C'était une exécution publique. Nous revoici à la brasserie des Brotteaux. Le 15 mars. J'arrive, 10 minutes en avance, ma nouvelle robe bleu marine, les petites boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. La salle privée est pleine. 40 invités. 10 membres du conseil d'administration des laboratoires Mercier. 15 partenaires financiers. 15 amis de la famille, que je ne vois qu'aux événements professionnels. Armand est en bout de table. Valentin est à sa droite, déjà en pleine conversation sur le projet suisse. Je prends ma place à sa gauche. Pendant 45 minutes, personne ne me souhaite bon anniversaire. J'écoute mon père et mon frère parler de parts de marché, de régulation européenne, de l'expansion à Munich. C'est une réunion de travail déguisée. Je ne suis que le prétexte. Le sang chaud commence à monter à mes joues. L'humiliation est silencieuse, rampante. À un moment donné, un homme que je ne connais pas, Didier, un partenaire logistique, se tourne enfin vers moi. Et vous, mademoiselle Mercier, que faites-vous dans la vie? J'ouvre la bouche pour répondre. Pour parler de Code Espoir. Elle est instite, me coupe Valentin, avec un geste dédaigneux de la main. Salaire d'instite, vous savez. Quelques personnes gloussent. D'autres, mal à l'aise, baissent les yeux. Mon père ne me défend pas. Il prend une gorgée de vin et relance la conversation sur la logistique. Je reste assise là, souriant. Prétendant que je ne sens pas l'acide de l'humiliation me brûler la poitrine. Puis, le dessert arrive. Je n'en peux plus. Je veux juste partir. Je me lève, pensant que si je fais un bref discours de remerciement, je pourrais m'éclipser. Je voudrais juste dire. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, Adèle. Mon père se lève. Sa voix coupe l'air. 40 pères Dieu se tournent vers moi. Le silence est total. Tu as 32 ans aujourd'hui, commence-t-il. 32 ans que tu es une déception. Mon souffle se coupe. Ce n'est pas possible. Pas ici. Pas devant ces gens. Je t'ai tout donné, continue-t-il, son visage dur, impassible. Les meilleures écoles. Ah non. Et tu as tout gaspillé pour jouer à l'assistante sociale à Vénissieux. Tu es une honte pour le nom Mercier. Une tache sur tout ce que cette famille a construit. Je le regarde, incapable de bouger. Je vois Valentin qui sourit, ouvertement cette fois. Je vois ma mère qui tourne la tête et fixe le mur. Puis il me regarde droit dans les yeux. Et il prononce les mots. J'aurais préféré que tu ne sois jamais né. Le silence qui a suivi était le son le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. 40 personnes me regardaient. Personne. N'a. Rien. Dit. L'espoir stupide qui avait grandi en moi ces dernières semaines s'est évaporé, laissant un vide glacial. Je suis resté là, debout, une seconde de plus. J'ai reposé mon verre. J'ai pris mon sac. Et sans un mot, j'ai traversé la salle et j'ai franchi la porte. Je suis sorti du restaurant sans un mot. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si on vous a déjà dit que vos rêves ne comptaient pas, laissez un commentaire ci-dessous. Que auriez-vous fait à ma place?
Dites-le moi dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Et croyez-moi, cette histoire ne fait que commencer. Appuyez sur ce bouton d'abonnement car ce qui va suivre va tout changer. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée chez moi en pleurant. J'ai conduit ma vieille voiture jusqu'à mon appartement de 40 mètres carrés à la Croix-Rousse. Je me suis assise sur le sol de mon salon, encore vêtue de ma robe à 180 €. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient inutiles. La douleur était si profonde qu'elle s'était transformée en autre chose. Une clarté. Une clarté froide et absolue. Pendant 32 ans, j'avais essayé d'obtenir l'approbation d'un homme qui préférait que je n'existe pas. J'avais passé ma vie à essayer d'entrer dans une pièce dont la porte m'était fermée au nez. J'ai arrêté d'essayer. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ignoré les appels manqués de ma mère. J'ai ouvert ce dossier secret. J'ai relu l'email de la Fondation Boyer. Finaliste. Prix du leadership humanitaire de Lyon 2025. J'ai ouvert le lien vers le site web du gala. Un événement prestigieux. Le gala annuel de la métropole de Lyon. Et puis je l'ai vu. En bas de la page. La liste des sponsors. En haut de la liste, en lettres d'or, Laboratoire Mercier, sponsor diamant. Contribution annuelle, 150 000 €. J'ai cliqué sur le plan de salle. Table 1. La table VIP, juste devant la scène. Réservée pour Armand Mercier, PDG, et Valentin Mercier, vice-président. Ils y seraient. Bien sûr qu'ils y seraient. C'était l'événement de réseautage le plus important de l'année à Lyon. 500 personnes. Des PDG, des politiciens, le maire de Lyon, des philanthropes, toute l'élite économique et sociale de la région. Ils y seraient, dans leurs costumes sur mesure, serrant des mains, protégeant leur précieuse réputation. Et ils n'avaient aucune idée que j'y serais aussi. Ils n'avaient aucune idée que la fille qu'ils venaient d'exécuter publiquement serait sur scène, sous les projecteurs, honorée pour le travail qu'ils appelaient un gaspillage. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin d'envoyer des SMS rageurs. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. J'avais juste besoin d'apparaître. Je n'avais pas besoin de leur demander des excuses. J'avais juste besoin qu'ils soient assis au premier rang et qu'ils regardent 500 personnes se lever et applaudir la fille qu'ils auraient préféré ne jamais voir naître. Pour la première fois depuis que j'avais quitté ce restaurant, j'ai ressenti autre chose que du vide. J'ai ressenti une détermination de faire. Le lendemain matin, à l'ouverture de la banque, j'étais là. J'ai vidé mon compte épargne. 43 000 €. Ce n'était pas une impulsion. C'était ma cagnotte d'évasion. C'était 10 ans de vie frugale, de budget serré, de vacances annulées. C'était l'argent que j'avais mis de côté parce qu'une partie de moi avait toujours su, inconsciemment, que ce jour viendrait. Le jour où je devrais m'enfuir. Ma disparition commençait maintenant. Avec 43 000 € en poche, je n'étais plus une victime. J'étais une femme avec un plan. À midi, j'avais signé le bail d'un nouvel appartement dans la presqu'île. Plus cher, plus central, mais lumineux et sécurisé. J'ai payé 6 mois de loyer d'avance. J'ai passé l'après-midi à faire mes cartons. Vêtements, ordinateurs, et surtout, tous les dossiers de Code Espoir. Les demandes de subventions, les rapports d'étape, les témoignages d'élèves. J'ai laissé les photos de famille sur l'étagère de mon ancien appartement. Je n'avais pas besoin de rappel. À 16 heures, j'ai envoyé un email concis à ma mère. J'ai déménagé. J'ai besoin de temps seul. Ne me contactez pas. Elle a appelé 17 secondes plus tard. J'ai laissé sonner. Elle a appelé encore et encore. 8 fois en 20 minutes. À la 8e, j'ai décroché. Adèle. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Sa voix était paniquée. J'ai déménagé. Comment ça? Où? Adèle, ton père était juste déçu, il ne... Maman. Tu es restée assise là. Tu l'as laissé m'humilier devant 40 personnes. Tu n'as rien dit. Tu réagis de manière excessive, Adèle. C'est la famille. Non. Je choisis. Pour la première fois de ma vie,
je me choisis. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai éteint mon téléphone. 2 jours plus tard, je l'ai rallumé, juste pour coordonner les choses avec la Fondation Boyer. Un appel de Valentin est arrivé instantanément. Adèle. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Maman est folle d'inquiétude. Je vais bien. Tu ne peux pas disparaître comme ça. La famille a besoin de... Tu as besoin d'un autre discours? Silence. Un silence qui en disait long. Puis sa voix est revenue, agacée. Papa a un autre événement à la fin du mois. J'espérais que tu pourrais. J'ai ri. Un rire froid, sans joie. Non. Quoi? Non, Valentin. Je n'écrirai plus rien pour papa. Je ne ferai plus aucune faveur pour les laboratoires Mercier. C'est terminé. Tu es ridicule. Papa a dit ça pour te secouer, pour que tu grandisses. Je suis adulte. Et j'ai décidé que je ne travaillerai plus gratuitement pour des gens qui ne me respectent pas. Tu vas le regretter, Adèle. Au revoir, Valentin. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Mais il a fait pire. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel urgent de Martine Lamy, la directrice de la Fondation Boyer. Sa voix était tendue. Adèle, il y a un problème. Nous avons reçu un appel anonyme. Quelqu'un a contacté un membre de notre conseil d'administration. Mon sang s'est glacé. Quoi? Qu'ont-ils dit? Ils ont dit que Code Espoir gonflait ses chiffres. Que vous étiez incompétente en gestion et que vous profitiez de la fondation. Point. J'ai dû m'asseoir. Valentin. Ce ne pouvait être que lui. Il n'avait pas vu ce qu'il voulait, alors il essayait de me détruire. La voix de mon père résonnait dans ma tête, tu es un échec. Valentin essayait de faire de cette prophétie une réalité. Martine. Ma voix tremblait. Adèle, calmez-vous, dit-elle fermement. Nous connaissons votre travail. Nous avons les rapports. Nous vous faisons confiance. Mais je voulais vous prévenir. Quelqu'un essaie de vous saboter. Soyez prudente. J'ai raccroché, tremblante. La peur initiale s'est transformée en une rage froide. Valentin n'essayait pas seulement de m'effacer, il essayait activement de détruire ce que j'avais construit. Il pensait qu'il pouvait me briser par derrière. Il ne savait pas qu'il venait de me donner encore plus de raisons de briller. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Cette tentative de sabotage a eu l'effet inverse de celui escompté. Elle n'a pas brisé ma détermination, elle l'a changée en acier. J'ai rencontré Martine Lamy le lendemain dans les bureaux de la Fondation Boyer. Je lui ai apporté tous mes dossiers. Les vrais chiffres. Martine, je veux que vous voyiez tout. Elle a posé sa main sur la pile de documents. Adèle, je vous ai dit que nous vous croyions. Mais montrez-moi. Pendant 1 heure, nous avons tout examiné. Le rapport d'impact du premier trimestre. 127 enfants inscrits. Une amélioration de 89% de leurs compétences numériques et logiques. 15 bourses d'été obtenues. C'est pour cela que vous êtes finaliste, Adèle, a dit Martine. Votre modèle fonctionne. Il est durable. Vous avez construit cela à partir de rien. Elle m'a ensuite tendu un autre document. Un contrat officiel. Ceci est votre accord de financement, dit-elle. 2,3 millions d'euros sur 6 ans. Votre nom est listé comme fondatrice et directrice exécutive. Tout ce que vous avez construit vous appartient. Mes mains tremblaient en tenant le contrat. Êtes-vous prête pour la répétition le 3 avril, m'a-t-elle demandé avec un sourire. Je suis prête. Quelques jours plus tard, en allant à l'école, je me suis arrêtée à un kiosque à journaux. Et j'ai vu mon visage. En première page de l'édition locale du Progrès. Annonce des 3 finalistes du prix humanitaire de Lyon 2025. Ma photo était là, souriante, entourée d'enfants travaillant sur des ordinateurs. La légende disait, Adèle Mercier, 32 ans, fondatrice de Code Espoir.
J'ai acheté 3 exemplaires. L'article était élogieux. Adèle Mercier a passé 6 ans à bâtir Code Espoir, un programme d'éducation au numérique desservant 127 enfants. Financé par la Fondation Boyer à hauteur de 2,3 millions d'euros. Il y avait une citation de Martine, Adèle représente le meilleur de ce que la philanthropie devrait être. Discrète, cohérente et profondément impactante. Et tout en bas de l'article, en petits caractères, la cérémonie de remise des prix aura lieu le 5 avril lors du gala annuel de la métropole de Lyon. Les sponsors majeurs incluent les laboratoires Mercier, la financière Duval et le groupe PIC. J'ai lu cette ligne encore et encore. Laboratoire Mercier. Je n'ai pas envoyé l'article à ma famille. Le 3 avril, je me suis rendu à la répétition au centre de congrès de Lyon, à la Cité internationale. La salle de bal était immense. Une scène, un podium, un écran géant. Le régisseur m'a expliqué le déroulé. Nous diffuserons une vidéo de 3 minutes sur Code Espoir, puis vous ferez votre discours. 3 minutes maximum. Il m'a montré la vidéo sur son ordinateur portable. Des images de mes élèves, des témoignages de parents, les chiffres. La gorge serrée, j'ai regardé. Une question, m'a-t-il demandé. Puis-je voir le plan de salle? Il l'a affiché sur sa tablette. Les tables VIP sont devant. La table 1 est réservée à nos sponsors diamants. J'ai lu les noms. Armand Mercier, PDG. Valentin Mercier, VP. Premier rang. Au centre. À 5 mètres de la scène. Parfait, ai-je dit. Le 5 avril est arrivé. J'ai enfilé mon costume pantalon bleu marine. Professionnel, simple. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère, d'un nouveau numéro, Adèle, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin de te parler. J'ai éteint mon téléphone. Ce soir, il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait des 127 enfants. À 18h, je serais dans la même pièce qu'eux. À 20h, tout allait changer. 18h. Centre de congrès de Lyon. Je suis arrivé par l'entrée des artistes, comme on me l'avait demandé. La grande salle de bal se remplissait déjà. 500 personnes. L'élite de Lyon. Des PDG, des politiciens, le maire. Des hommes en smoking, des femmes en robe de soirée. Le bourdonnement du pouvoir et de l'influence. Sur l'écran géant derrière la scène, la liste des sponsors défilait. Laboratoire Mercier, sponsor diamant. Je me tenais dans les coulisses, caché par un rideau noir. Je regardais la salle se remplir. Table 1. Juste devant la scène. Vide. Puis je les ai vus. Mon père est entré le premier. Armand Mercier, dans toute sa splendeur. Costume impeccable, cheveux argentés. Il serrait la main du maire, donnait une tape dans le dos à un banquier. Il riait. Valentin le suivait, une coupe de champagne à la main. Il scrutait la salle comme s'il en était le propriétaire. Ils se sont assis. Table 1. Premier rang. Pile au centre. Mon père s'est penché pour parler à son voisin, probablement du contrat suisse. Valentin a sorti son téléphone, souriant à quelque chose sur l'écran. Il n'avait aucune idée que j'étais à 10 mètres, de l'autre côté du rideau. Il pensait que c'était juste une autre soirée de réseautage. 19h15. Le dîner s'achevait. Le présentateur est monté sur scène. Bonsoir à tous. Bienvenue au gala annuel de la métropole de Lyon. Ce soir, nous honorons 3 individus extraordinaires. Applaudissements polis. Mon père et Valentin ont applaudi distraitement. Ils s'ennuyaient déjà un peu. Notre première catégorie est le prix du leadership humanitaire. La salle s'est assombrie. Une vidéo sur le premier finaliste a été lancée. J'ai regardé mon père vérifier son téléphone sous la table. Le premier finaliste a fait son discours. Applaudissements. Puis le présentateur est revenu. Et maintenant, notre deuxième finaliste. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre. Cette nominée a passé 6 ans à bâtir un programme qui a transformé la vie de 127 enfants ici, à Lyon.
Son travail a été reconnu par la Fondation Boyer avec un financement de 2,3 millions d'euros. Je sais ce que vous pensez. Que se passe-t-il quand son père la voit sur scène? Restez avec moi. C'est le moment où tout bascule. Si vous aimez cette histoire, merci de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Continuons. L'écran est devenu noir. Veuillez regarder cette courte vidéo sur Codespoir. La vidéo a commencé. Des images de mes salles de classe à Vénissieux. Des enfants, les yeux brillants, assemblant des robots. Des témoignages de parents. Puis un gros plan sur une de mes premières élèves, Mademoiselle Adèle nous dit toujours qu'on peut tout faire. À la table 1, la tête de mon père s'est tournée légèrement vers l'écran. Valentin a levé les yeux de son téléphone. La voix off continuait, fondée sur la conviction que le talent est partout, mais que les opportunités ne le sont pas. Les graphiques sont apparus. 89% d'amélioration des compétences. 15 bourses obtenues. À la table 1, Valentin ne bougeait plus. Il fixait l'écran. Mon père s'est penché en avant. L'image finale. Un gros plan sur moi, entouré de mes élèves. L'écran est devenu noir, et un texte blanc est apparu. Fondatrice et directrice exécutive, Adèle Mercier. J'ai regardé à travers le rideau. Le corps entier de mon père s'est raidi. La bouche de Valentin s'est entr'ouverte. Des chuchotements ont commencé dans la salle. Certains avaient lu l'article du Progrès. Le présentateur a souri. Merci d'accueillir sur scène, Madame Adèle Mercier. Le projecteur m'a frappé. Je suis sorti de l'ombre. 500 personnes se sont levées. L'ovation a été immédiate, assourdissante. J'ai traversé la scène. La tête haute. Les pas assurés. Exactement comme j'avais répété. Les lumières étaient aveuglantes, mais je pouvais les voir. À 5 mètres de moi. Mon père était figé, sa coupe de champagne à mi-chemin de sa bouche. Valentin me regardait comme s'il voyait un fantôme. J'ai vu ma mère. Table 2. Elle avait la main sur la bouche, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Je suis arrivé au podium. Les applaudissements continuaient. J'ai attendu. Il a fallu 30 longues secondes pour que la salle se rassoie. J'ai regardé les 500 visages. L'élite de Lyon. Et au premier rang, l'homme qui m'avait dit qu'il préférait que je n'existe pas. Je n'ai pas regardé mon père. J'ai regardé au-delà de lui. Merci, ma voix était stable, claire, amplifiée par les micros. Il y a 6 ans, j'étais professeur des écoles à Vénissieux. Une de mes élèves, une petite fille brillante, m'a dit qu'elle voulait être ingénieure. Mais quand je lui ai demandé ce que faisait un ingénieur, elle m'a répondu, « Je ne sais pas, mademoiselle. Je n'en ai jamais rencontré. » La salle était silencieuse. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Le talent est partout. Les opportunités ne le sont pas. J'ai fait une pause. Code Espoir a commencé avec 12 enfants dans une salle de classe prêtée. Aujourd'hui, nous servons 127 enfants. 89% d'entre eux ont amélioré leurs compétences logiques. 15 ont reçu des bourses. Applaudissements. J'ai attendu qu'ils s'estompent. Ce travail ne serait pas possible sans la Fondation Boyer, qui a cru en cette vision quand personne d'autre n'y croyait. J'ai vu Martine me sourire. Mais plus que tout, ce ne serait pas possible sans les enfants eux-mêmes. Ils viennent chaque semaine, prêts à apprendre, prêts à croire qu'ils peuvent être des scientifiques, des ingénieurs, des leaders. Même quand le monde leur dit le contraire. J'ai jeté un coup d'œil à mes notes, puis j'ai relevé les yeux. Pendant longtemps, j'ai cru une voix qui me disait que je n'étais pas assez. Une voix qui me disait que mon travail d'instit n'avait pas de valeur, que c'était un gaspillage. La salle était incroyablement silencieuse. Je savais qu'ils écoutaient. Cette voix me disait que si je ne gagnais pas des millions, si je ne signais pas de contrat en Suisse, je n'étais rien. Que j'étais un échec. J'ai vu mon père se crisper. Cette voix avait tort. Ma voix n'a pas tremblé. Ma valeur n'a jamais été à débattre. Elle était là, dans le travail que je faisais. Dans les vies que je touchais. Dans les yeux de ces enfants qui maintenant savent ce qu'est un ingénieur.
Des gens dans le public hochaient la tête. Une femme au 3e rang s'essuyait les yeux. Ce soir, je suis ici non pas parce que j'ai besoin de l'approbation de qui que ce soit, mais parce que 127 enfants avaient besoin que quelqu'un croie en eux. Et j'ai choisi d'être cette personne. J'ai fait une pause, laissant les mots atterrir. Alors, à tous ceux qui écoutent et à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez, que leurs rêves étaient trop petits, vous n'avez pas besoin de permission pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour savoir qui vous êtes. Toute la salle s'est levée. 500 personnes. Enfin, 498. À la table 1, mon père et Valentin étaient restés assis. Pâles, immobiles. Je les ai regardés. Droit dans les yeux. Pour la première fois. Sans colère. Sans triomphe. Juste avec certitude. Puis j'ai regardé le reste de la salle, j'ai souri et j'ai dit « Merci ». J'ai quitté la scène sous les applaudissements. Au moment où j'ai franchi le rideau, Martine m'a serré dans ses bras. Mais avant que je puisse répondre, j'ai senti une main agripper mon coude. C'était mon père. Nous devons parler, sa voix était basse, contrôlée. Nous devons parler. Maintenant. La main de mon père sur mon coude était comme un étau. Son visage n'était plus pâle, il était rouge de fureur contenue. Avant que je puisse répondre, des gens ont commencé à affluer vers moi. Le maire de Lyon, des PDG, des directeurs de fondation. Mademoiselle Mercier, félicitations. Votre discours était. Adèle, je dirige une société de logiciels. Nous devons parler de partenariat. J'ai été submergée. Je serrais des mains, j'échangeais des cartes de visite par-dessus l'épaule de mon père. Un homme s'est approché. C'était Didier, le partenaire logistique de la fête d'anniversaire. Il avait l'air profondément mal à l'aise. Mademoiselle Mercier, dit-il en évitant le regard d'Armand. Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé à votre anniversaire. C'était inapproprié. Votre travail est remarquable. Merci, monsieur, ai-je dit, assez fort pour que mon père entende. Armand m'a tiré plus fermement vers un coin. Tu as ridiculisé cette famille, a-t-il sifflé entre ses dents, essayant de garder un sourire pour les passants. Je me suis dégagée de son emprise. Non, nous n'avons pas à parler. Adèle. Tu viens de nous humilier devant tout Lyon. Je n'ai rien fait, ai-je répondu, ma voix calme, tranchant avec sa fureur. Je suis montée sur scène et j'ai parlé de mon travail. Si tu es embarrassée, c'est ton problème. Pas le mien. Tu es insolente. Après tout ce que j'ai fait pour. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Je n'ai besoin de rien de toi. Il m'a regardé, stupéfait. Il n'avait jamais entendu ce ton de ma part. Si tu veux un jour avoir une relation avec moi, ai-je continué, voici ce qu'il faut faire. Tu vas organiser un dîner. Avec les 40 mêmes personnes. Et tu vas t'excuser publiquement. Tant que cela ne sera pas fait, ne m'adresse plus la parole. Tu es déraisonnable. Non. Je suis claire. Ce sont mes limites. J'ai tourné les talons et je suis retournée auprès de Martine et des autres invités, le laissant seul dans son coin. J'ai quitté le gala 1 heure plus tard. J'ai récupéré ma vieille voiture au parking. J'étais sur le point d'ouvrir la portière quand j'ai entendu des pas derrière moi. Adèle, attends. Valentin. Il avait l'air perdu. Les mains dans les poches, il ne me regardait pas dans les yeux. Je ne savais pas. Pour tout ça. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Je sais. Écoute, je suis désolée pour ce que papa a dit à ton anniversaire. Je l'ai regardé, froidement. Tu es désolée pour ce que papa a dit? Ou tu es désolée parce que tu t'es fait prendre? Il a rougi. Tu t'excuses aussi, ai-je continué, ma voix basse et précise, d'avoir appelé le conseil d'administration de la Fondation Boyer pour leur dire que j'étais une incompétente et que je gonflais mes chiffres? Il a figé. Son visage est passé du rouge au blanc. Il ne pouvait pas le nier. Adèle, j'étais. Papa était en colère. Tu as essayé de me détruire, Valentin.
Tu as essayé de saboter le travail de ma vie parce que j'ai refusé de t'écrire un discours. Il n'a rien dit. Je n'ai pas besoin de tes excuses embarrassées, ai-je dit. J'ai besoin que tu comprennes que ce que tu as fait était monstrueux. Et tant que tu n'auras pas compris ça, nous n'avons rien à nous dire. Je suis montée dans ma voiture. Au revoir, Valentin. Je suis partie en le laissant seul sur le parking, sous la lumière crue d'un lampadaire. Le lendemain matin, Le Progrès avait ma photo en première page, recevant le prix. Et juste en dessous, une petite photo de mon père et de mon frère, l'air stupéfait, assis à la table 1. La légende disait, les laboratoires Mercier, sponsors Diamant, ont refusé de commenter. Les conséquences ne faisaient que commencer. L'article du Progrès a fait l'effet d'une bombe dans le petit monde des affaires lyonnais. Le lundi, j'ai reçu un email transféré par une source anonyme. C'était un courriel du conseil d'administration des laboratoires Mercier adressé à mon père. Richard, le conseil exige une réunion immédiate pour discuter de l'image publique de l'entreprise. Plusieurs partenaires ont exprimé leurs préoccupations quant à notre culture d'entreprise et nos valeurs familiales. 2 jours plus tard, j'ai appris que la financière Duval, un partenaire clé, s'était retirée du fameux projet d'expansion en Suisse. Le projet dont Valentin était si fier. Ils ont cité des divergences sur les valeurs de leadership. Je n'ai pas célébré. Mais je n'ai pas ressenti de culpabilité. Les actions ont des conséquences. Quelques jours plus tard, une lettre manuscrite est arrivée à mon nouvel appartement. L'écriture de ma mère. Chère Adèle, je suis tellement fière de toi. Et j'ai tellement honte. Je suis désolée de ne pas t'avoir protégée. J'espère qu'un jour, nous pourrons parler. Je t'aime. Maman. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai appelée. Maman? Adèle. Elle pleurait. J'ai vu ce que tu as construit. J'ai été aveugle. J'avais tellement peur de lui. Tu m'as laissée seule, maman. Je sais. Je sais. Que puis-je faire? Je ferai n'importe quoi. J'ai réfléchi. Viens voir, ai-je dit. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de cadeaux. Viens à Vénissieux. Viens voir les enfants. Elle est venue la semaine suivante. Elle était terrifiée. Mal à l'aise, dans ses vêtements chers. Mais elle est venue. Veux-tu aider, lui ai-je demandé. Elle a commencé à faire du bénévolat. Tous les jeudis après-midi. Elle était maladroite au début. Mais elle est revenue. Semaine après semaine. Elle a appris les noms des enfants. Elle les aidait avec leurs devoirs de maths. Nous avons commencé à reconstruire, lentement, sur une nouvelle base. Une base de respect mutuel. 2 semaines plus tard, une autre lettre. De Valentin. Il avouait tout. L'appel anonyme, la jalousie, la pression de mon père. J'ai été un lâche, écrivait-il. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison. Il n'est pas venu me voir. Au lieu de cela, 1 mois plus tard, mon bailleur m'a appelé. Mademoiselle Mercier, Code Espoir vient de se voir offrir un nouveau local. 3 fois plus grand, pour le même loyer. C'est votre frère qui a tout négocié. Il a utilisé ses contacts pour obtenir un bail commercial préférentiel. C'était une action. Pas seulement des mots. J'ai accepté. J'ai ouvert la porte, juste un peu. Mon père n'a jamais appelé. Il n'a jamais organisé ce dîner. Il n'a jamais présenté d'excuses. Et j'ai fini par accepter cela. Code Espoir s'est étendu à 6 écoles cette année-là. J'ai embauché 2 autres professeurs. Pour mon 33e anniversaire, je n'étais pas dans une brasserie de luxe. J'étais dans notre nouvelle salle de classe, entourée d'enfants, mangeant un gâteau acheté au supermarché. Ils m'ont offert une carte qu'ils avaient tous signée. Je n'ai pas pensé aux mots de mon père. J'ai regardé ses visages, pleins de promesses, et j'ai su que j'avais fait le bon choix. J'avais choisi mon travail. J'avais choisi ses enfants. Je m'étais choisi. Merci d'avoir regardé mon histoire. Si vous avez déjà été sous-estimé, méprisé ou si l'on vous a dit que vous n'étiez pas assez,
souvenez-vous de ceci, votre valeur n'est pas négociable. Construisez votre vie selon vos propres termes. Établissez vos limites. Protégez votre paix. Et n'attendez jamais l'approbation de quelqu'un d'autre pour être fier de qui vous êtes. Si cette histoire a résonné en vous, merci de vous abonner, de liker et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. J'adorerais lire votre histoire. Prenez soin de vous.